Merci beaucoup. Alors, je dois quand même dire que cette publication qui vient d'être citée doit surtout à Sabine Bognon et à sa thèse, sans laquelle elle n'aurait jamais vu le jour. Pas Sabine Bognon, la publication. Voilà, donc moi je vais revenir de façon tout à fait complémentaire avec tout ce qui a été dit cet après-midi, plutôt sur la question urbaine, et aborder cette question de rapport ville-alimentation à travers les notions de métabolisme urbain, de trajectoire socio-écologique, d'interland, ce qui est un peu la commande qui m'a été faite, en essayant d'avoir aussi une approche alors pas très longue durée. J'ai raccourci encore par rapport au titre que j'avais donné, mais le temps nous étant compté, il faut foncer. Voilà, alors je vais aborder ça en 3 temps. Je vais donner quelques éléments de cadrage et de définition parce que, peut-être que tous ces trucs-là ne vous sont pas familiers, ou s'ils vous sont familiers, ça sera un rappel. Ensuite, je reviendrai sur justement la dimension historique des rapports ville-matière et du métabolisme urbain, avec un focus sur les produits alimentaires, et je terminerai sur les interlands. Comme convenu. Voilà, alors quelques éléments qu'est-ce que les éléments de cadrage et de définition. Moi, dans quelle perspective je m'inscris au départ, mes travaux ne portaient pas spécifiquement sur l'alimentation, mais plutôt sur la matérialité des sociétés urbaines et des villes. Donc, toute matière confondue. Donc ça, c'est juste un petit rappel de cette matérialité de l'ensemble des sociétés. Ce que vous voyez ici, que j'ai tiré d'un rapport de l'International Resource Panel, donc qui est l'équivalent du GIEC, mais pour les ressources, mais qui est beaucoup plus petit et parfaitement inconnu, qui présente l'évolution de la consommation de ressources depuis le début du XXe siècle, avec celle qui est tout en bas, en vert, c'est la biomasse, donc c'est pas seulement, mais en grande partie de l'alimentation, puis au-dessus les matériaux de construction, en orange les combustibles fossiles, et puis en jaune les métaux pour faire simple. Et la courbe noire représente l'évolution du revenu du revenu par tête. Alors certes, le revenu augmente plus vite que la consommation de matière, mais la consommation de matière continue à augmenter. Il y a une courbe qui va un peu plus loin, mais qui commence plus tard. C'est pour ça que j'ai montré celle-là. On n'est pas du tout en phase de dématérialisation, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Par ailleurs, donc, moi, ce qui m'intéresse, entre autres choses, c'est ce qu'on appelle le métabolisme territorial. Donc, juste pour rappel, le métabolisme territorial, c'est l'ensemble des flux de matière et d'énergie qui sont mis en jeu par une société inscrite dans un territoire, et sans faire l'histoire de la notion, puisque ça ne prendrait trop de temps, c'est une notion qui a émergé, qui a, on va dire, pour être honnête, réémergé dans les années 60, puisqu'elle existe déjà dans le dernier tiers, voire dans tout le 19e siècle, mais je vais me contenter de l'histoire récente de la notion, dans 2 domaines spécifiques. D'un côté, dans le domaine industriel, avec la naissance de l'écologie industrielle, qui a été portée par un certain nombre de chercheurs, d'experts, d'ingénieurs, qui finalement ont mis en avant le fait que apprécier les sociétés, et en particulier le secteur de la production, uniquement de manière monétaire, à travers la comptabilité monétaire, ne suffisait pas à rendre compte de leur performance, et qu'il fallait alternativement, ou en tout cas en complément, proposer une comptabilité physique. Et puis, simultanément, mais venant de toute autre personne, qui sont plutôt des écologues, on a vu une préoccupation pour les villes à travers la notion de métabolisme urbain. Alors, une préoccupation moins opérationnelle, puisque ce dont je parlais à l'instant était plutôt concentré vers l'idée selon laquelle on pouvait améliorer le système de production en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes, ou en tout cas au moins en utilisant la théorie des écosystèmes pour apprécier le fonctionnement industriel. Les écologues urbains qui sont par exemple Jeanne Audoum ou Paul Duvigneau, qui sont par ailleurs des écologues tout court extrêmement fameux, eux ont plutôt une vision dénonciatrice de la ville, en proposant des comptabilités qui montrent que finalement les villes consomment beaucoup de ressources et rejettent beaucoup de cochonneries. Et donc on est plutôt dans leur perspective d'un point de vue, encore une fois, dénonciateur, de critique de l'urbain. Mais en tout cas, tout ça
ça a donné naissance à tout un tas de réflexions autour de cette notion de métabolisme dont on pourrait discuter afin de savoir si c'est une analogie, une métaphore, blablabla. C'est un vieux débat. Accordons-nous, enfin, moi je fais l'hypothèse selon laquelle on peut admettre que regarder ce que c'est que la matérialité des sociétés, ça n'est pas inutile. Je pense qu'en écho à ce qui a été dit précédemment, la justification est dans l'exposé précédent, voilà, au moins pour l'alimentation, mais on peut le dire pour le reste. Et puis, pourquoi alors on a eu le métabolisme industriel, le métabolisme urbain, et puis on parle maintenant de métabolisme territorial, justement parce qu'on veut mettre l'accent sur le fait que d'abord l'endroit où se passent les choses n'est pas indifférent. C'est un truc qui se passe à Montpellier, c'est pas pareil que si ça se passe à Paris ou en Afrique ou que sais-je encore. Certes, on peut faire de la comptabilité, mais ce métabolisme, il a une dimension sociale, d'où l'emploi du terme territorial et non pas seulement spatial. Et c'est ce qui nous a amené, à quelques-uns, à parler d'écologie territoriale plutôt que d'écologie industrielle ou d'écologie urbaine qui réduirait la focale aux mondes urbains. Et puis ça s'inscrit aussi dans une perspective autour des notions de trajectoire et de transition socio-écologique. L'idée étant de dire que finalement, à un moment donné, le métabolisme d'un territoire reflète son régime socio-écologique, c'est-à-dire la manière dont les sociétés interagissent avec la nature. Voilà, autre élément de cadrage, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais pour moi, il est vraiment très important de dire que le métabolisme territorial résulte de l'entrelacement de deux types de processus qui sont complètement interdépendants, qui sont des processus naturels qui existent. Alors bon, je dis toujours la même chose, mais on peut discuter de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et bon, on va admettre que ça existe. La pluie, il pleut, la nitrification, dénitrification, la respiration, que sais-je encore. Donc tout ça, ça se passe. Et puis, ceci, c'est une composante de ce métabolisme, bien sûr, à quoi s'ajoutent des techniques humaines. Alors moi, j'entends bien la technique au sens anthropologique du terme, d'actes traditionnels efficaces, c'est-à-dire tout ce que les hommes et les sociétés humaines mettent en œuvre pour organiser leurs relations au monde en général. Et donc, je reprends toujours la définition de Moss, acte traditionnel efficace, complété par le Monnier, mettant en jeu les lois de la physique. Et les joies aussi, si on veut, de la physique. Bref, donc, pour moi, c'est important de rappeler ça, parce que bien sûr, ça montre la nécessaire interdisciplinarité des travaux qu'on peut conduire dans le domaine du métabolisme territorial, puisque ni un ingénieur, ni un sociologue, ni un écologue ne peut tout seul expliquer ce métabolisme. Il y a un véritable travail à faire qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Bon, je ne vais pas faire un discours sur l'interdisciplinarité, vous savez tous que c'est compliqué, mais en tout cas, ça nécessite d'être rappelé. Et voilà, et donc ça, ce sont des expressions du métabolisme territorial à travers des techniques alors si je prends les côtés urbains, un porteur d'eau, ça fait partie du métabolisme territorial parce que ça permet d'apporter de l'eau à quelqu'un qui a les moyens de payer le porteur. Mais un aqueduc, c'est pareil, ça sert à la même chose, mais ça ne prend pas exactement la même forme physique et matérielle. Si j'en viens maintenant, c'est mon dernier élément de cadrage, à la question urbaine, eh bien, comme ça a été dit précédemment, finalement, on pourrait dire, si on essaye de se focaliser sur le métabolisme urbain, que la ville a par définition un métabolisme très particulier qui est lié aux conditions de sa naissance, aux conditions de sa possibilité, et en fait qui est lié à un autre métabolisme particulier qui est celui de l'agriculture et de sa capacité à produire des excédents. Bon, alors après, on pourrait discuter sur le caractère un peu rapide de cette analyse de la naissance des villes. Puisque l'excédent agricole n'a pas forcément vocation à produire de la ville. Il aurait pu produire autre chose, mais enfin bon, en l'occurrence, il a produit de la ville. Et donc, ça veut dire que, et ça fait aussi écho à ce qui a été dit avant, que par définition, finalement, le métabolisme urbain, il est en partie externalisé, donc spatialement externalisé, puisque les villes dépendent de l'extérieur pour leur fourniture alimentaire, ou en tout cas au moins pour une partie de leur fourniture alimentaire. Et ça, c'est une chose qui vous est peut-être complètement évidente, mais que dans les discours qu'on entend sur la ville, sur l'urbanisme, etc., on a parfois tendance à un peu oublier.
Par ailleurs, ce qui va caractériser aussi le métabolisme urbain, un peu en tout temps et en tout lieu, c'est l'importance des échanges, bien sûr, parce que c'est un peu la raison d'être de la ville, en tout cas initiale. Donc, ce qui fait que, en termes de flux de matière et d'énergie, ça circule beaucoup. Des stocks énormes. Qui ont une tendance à croître, sauf qu'il y a des villes en décroissance, donc elles déstockent, et ça, on ne sait pas très bien faire, d'ailleurs, on ne sait pas très bien le gérer. Et puis, bien sûr, la ville, c'est le lieu de la consommation finale, du fait de la concentration de la population. Et qui dit consommation finale dit que on va avoir aussi, mais je relativiserai ça tout à l'heure, des émissions, ce qu'on appelle, nous, des émissions vers la nature importantes, que ce soit vers l'eau, vers l'air ou vers les sols. Et donc, ça, c'est ce qui caractérise la ville en général. Et ce qu'on peut dire, c'est que le régime socio-écologique que l'on qualifie d'industriel, donc le régime socio-écologique dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui, c'est en quelque sorte surimposé à ce régime qui caractérise la ville. Et il n'a fait en fait que l'amplifier. Alors, en termes d'amplification, tous les flux que j'ai mentionnés se sont intensifiés, les stocks ont cru. L'externalisation, c'est généralisé, je vais y revenir dans quelques instants. Et finalement, ce qui est la caractéristique majeure du régime socio-écologique industriel, eh bien, le métabolisme urbain a connu une forme de linéarisation. Donc, quand on dit linéarisation du métabolisme, on veut dire que le territoire ou la société qu'on étudie puise sans cesse des ressources nouvelles dans la biosphère et les rejette sous une forme dégradée, puis en reprend de nouvelles, etc. Donc ça, c'est la linéarisation qui s'oppose à la circularité des flux et ça j'insiste parce que ce sont deux dimensions différentes et complémentaires du métabolisme, différentes de l'externalisation qui caractérise la spatialité du métabolisme. Or, il se trouve que dans beaucoup de discours, on mélange les deux. On considère que la dimension spatiale et la dimension de la circulation se confondent dans ce processus de linéarisation. Je vais arrêter d'employer des mots avec zation parce que c'est très très fatigant. Voilà, en gros, pour ces éléments de cadrage. Alors maintenant, quelques éléments sur ce qui caractérise finalement la transformation du métabolisme urbain depuis 2 siècles. Je ne sais pas si on arrive à le lire, mais ce qui est présenté là, c'est la rue de l'Azote, car elle existe. Et elle se trouve dans les Hautes-Pyrénées, là où on a implanté la première usine qui utilisait le procédé norvégien de synthèse de l'azote de l'air pendant la Première Guerre mondiale. Donc, vous verrez que je vais prendre beaucoup d'exemples parisiens parce qu'il se trouve qu'on a accumulé avec mes collègues, notamment du Pirenne-Seine, beaucoup de travaux sur l'agglomération parisienne qui, pour certains d'entre eux, ont une valeur de généricité, mais bien sûr, il y a des configurations qui peuvent être différentes, donc je vous prie de m'en excuser, mais ça permet quand même de révéler un certain nombre de choses sur la manière dont ce métabolisme s'est transformé. Et en fait, ce que l'on observe quand on regarde comment le régime socio-écologique urbain a subi en quelque sorte, ou encouragé d'ailleurs, ou était moteur de l'industrialisation, on se rend compte que cette transformation, elle s'est faite en 2 temps, avec un 19e siècle qui est marqué par ce qu'on pourrait appeler un régime socio-écologique à 2 faces. Alors, pourquoi à 2 faces ? Parce que, pour une part, ce régime socio-écologique correspond à ce que j'ai mentionné tout à l'heure pour ce qui concerne le régime socio-écologique industriel. On va effectivement voir une transition vers des énergies non renouvelables. Donc, ce qui est en haut à droite, c'est la consommation d'énergie primaire de Paris depuis 1730. Alors, j'ai caché la fin parce que ça sera pour une autre image, jusqu'à 1930. Et vous voyez très nettement la transition bois-charbon qui se traduit une forme de linéarisation du métabolisme. Un autre exemple, bien sûr, c'est l'eau, avec la croissance extraordinaire de la consommation d'eau, ici encore à Paris. Donc là, j'ai mis la courbe en entier. Mais vous voyez que la première partie de la courbe est très significative de cette croissance des flux et finalement de cette intensification du métabolisme urbain. Cela dit, vous notez quand même que la consommation, c'est de la consommation unitaire d'énergie, ça. Vous notez qu'elle est parfaitement stable. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être secondaire par rapport à l'alimentation, mais quand même qui mérite d'être noté. C'est parfaitement stable, tout simplement parce que
ce qu'on a augmenté à cette époque-là, c'est la performance des équipements, des appareils, et donc on a fait des économies d'énergie comme on n'en a jamais fait depuis, en particulier pendant la première moitié du 19e siècle. Mais en même temps, non, je ne vais pas dire en même temps, simultanément, non, il y a des expressions qu'on utilisait couramment et maintenant on ne peut plus. Simultanément, donc, on va voir que ce régime, ce métabolisme, va être plus circulaire qu'avant. Et il va être plus circulaire qu'avant, à la fois dans le domaine de la production industrielle, enfin en tout cas d'une partie d'entre elles, et dans le domaine de l'alimentation. Alors, le domaine industriel, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas notre principal sujet aujourd'hui, mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, les villes vont fournir à l'industrie un grand nombre de matières premières sans lesquelles tout un tas de secteurs industriels n'auraient pas pu se développer. Alors, le cas le plus connu, le plus fameux, qui est illustré par le graphique d'en bas à droite, bien sûr, c'est le papier, puisque l'industrialisation de la papeterie a nécessité plus de matières premières, donc plus de chiffons, et les villes sont devenues les principaux fournisseurs de chiffons de l'industrie de la papeterie. Mais c'est vrai aussi pour le verre, c'est vrai pour les chiffons de laine, puisque pour le papier, c'est du chiffon d'origine végétale, et pour tout un tas d'autres sous-produits qui font que finalement, on a une valorisation de ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets urbains qui est extrêmement importante. Mais ça va aussi concerner, comme je le disais à l'instant, le domaine de l'alimentation, avec deux processus qui se combinent extrêmement bien. Le premier dont je parlerai peu, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, qui est la généralisation, en tout cas pour la France. Julia Lenoé, là, qui vient de soutenir sa thèse, l'a très bien montré en exploitant toutes les enquêtes agricoles du 19e siècle. Donc la généralisation du système polyculture élevage, qui accompagne une survalorisation de la viande aussi dans les textes, etc. etc. Et puis, la recherche des engrais qu'on appelle humains, donc basés sur l'utilisation des urines et des excréments humains, et plus généralement des engrais urbains, qui sont dans l'esprit d'un certain nombre de scientifiques, mais aussi d'industriels, qui représentent des gisements considérables qui peuvent permettre de satisfaire la demande alimentaire d'une population en pleine croissance. Et donc, j'ai illustré ça par quelques éléments, mais vous voyez que si on regarde les engrais utilisés dans le département de la Seine en 1892, vous voyez qu'on a essentiellement des engrais qui sont d'origine urbaine et parisienne, des boues collectées dans la rue. Je ne sais plus qui c'est qui a monté la pub, c'est Taoufik tout à l'heure qui avait montré une publicité de la société Sepia qui récupérait des gadous, mais ces gadous, elle les vendait très probablement à des cultivateurs. Donc des bouts de rue. Bon, alors les fumiers, eux, ne sont que partiellement urbains, mais la ville produit des fumiers tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui vivent en ville. À Paris, fin 19e, il y en a à peu près 90 000. Puis des vaches un peu moins nombreuses, elles sont à peu près 2000 à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons. Et puis dans les abattoirs, on produit des fumiers aussi. Alors, bien sûr, ce n'est peut-être pas le principal gisement, mais c'est quelque chose d'important. Des eaux d'égout qui sont utilisés pour l'épandage agricole, en épandage agricole, pardon. Des engrais minéraux dont beaucoup sont produits pour Paris dans la plaine Saint-Denis à partir de sous-produits urbains. Des vidanges qui sont tirées des fosses d'aisance, donc ça ce sont des vidanges brutes, donc ces fosses d'aisance qui recueillent les urines et les excréments en l'absence de tout à l'égout, et de la poudrette qui n'est autre que de la vidange transformée en engrais pulvérulents. Et puis une autre illustration tirée de Baudrillard qui parle d'Argenteuil, donc qui est une commune qui se situe à l'ouest de Paris, qui est aujourd'hui complètement absorbée dans la conurbation parisienne, et qui dit que finalement à Argenteuil, l'asperge a remplacé la vigne, les valeurs foncières ont considérablement augmenté, et ça grâce à quoi? Grâce au travail, bien sûr, mais grâce à ce que le propriétaire va chercher sous forme d'engrais, de gadou, de détritus ramassés par les boueux dans les rues de Paris. Cette situation fait que, comme je le disais, on a dans ce domaine-là, en tout cas, qui est un domaine qui est loin d'être négligeable, une circularité bien plus grande, encore une fois, qu'elle ne l'était auparavant. Je n'ai pas le temps de commenter tous ces textes, etc., mais on peut regarder uniquement la courbe très simplette qui est présentée en bas à gauche. Ça vous présente le taux de recyclage de l'azote d'origine alimentaire. Donc, c'est
compte tenu de tout l'azote contenu dans les aliments qui rentrent dans Paris, qu'est-ce qui retourne à l'agriculture? Nonobstant la performance de ces engrais, qui n'est pas forcément excellente, en particulier pour ce qui concerne l'épandage agricole des eaux usées. Et on voit cette augmentation énorme de ce taux de recyclage, d'autant plus que là, avec un collègue, on est en train de reprendre les calculs qui semblent montrer que début 19e, c'est un peu moins que ce que j'avais calculé moi il y a quelques années. Et du coup, la pente de la courbe est encore plus forte pour arriver à ce 40%. 40% de recyclage d'azote d'origine alimentaire, c'est un taux dont pourraient rêver tous les gestionnaires d'azote, en tout cas d'eau usée, s'ils s'intéressaient à ce sujet, mais ils s'en fichent. Et donc, on a une performance de ce système. Ce n'est pas simplement des déclarations d'intention telles que celles qui sont indiquées à droite. Il y a bien une effectivité de ce projet. Alors ça ne va pas durer, puisque ce qu'on va constater, en revanche, au XXe siècle, c'est la linéarisation totale du métabolisme urbain que l'on va rencontrer pour l'ensemble des flux, finalement, qui forment ce métabolisme. Et y compris pour les sols, qu'il ne faut pas... Enfin, je sais que les agronomes n'oublient pas les sols, mais les urbanistes, bien que ce soit leur fonds de commerce, ont parfois tendance à oublier que c'est une ressource rare, non renouvelable, etc. Et donc là, vous voyez, c'est la croissance de l'agglomération parisienne. On voit bien qu'il y a une rupture là, dans l'entre-deux-guerres, en fait, dans le rythme d'urbanisation, qui est très caractéristique, finalement, et qui concourt à cette forme de linéarisation du métabolisme. Bon, ici, c'est la fin de la courbe sur l'énergie, et donc on voit, pareil, que dans l'entre-deux-guerres, on a une explosion. Encore une fois, c'est de la consommation par tête, c'est la consommation unitaire. Donc là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis, bon, quelques indications sur les émissions de carbone. Ici, par habitant, et ici, en émissions totales, où on voit la combinaison de l'augmentation par habitant et de la croissance de l'agglomération parisienne. Et puis, bien sûr, dans le domaine agricole, dont on parlait tout à l'heure, et d'ailleurs aussi des sous-produits urbains dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce qui va se... Ah, non, c'est ça. Voilà. Ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on va avoir une rupture de ce cercle vertueux qui existait entre la ville et l'agriculture, qui est en grande partie, pour ce qui concerne l'alimentation, liée à l'usine de Perfit-Soulhomme, si je puis dire, et à sa rue de l'Azote, mais qui est liée, bien sûr, non seulement à la découverte des phosphates fossiles, de la potasse d'Alsace, mais aussi et avant tout au procédé Haber-Bosch. Ça, c'est des choses qui sont bien connues, mais vous voyez l'effet immédiat sur les taux de recyclage d'azote alimentaire. À partir du moment où les sous-produits urbains n'ont plus de valeur, ils vont être tout simplement abandonnés à la nature. Ce qui se traduit, par exemple, par... Alors, ce qui est représenté ici, en rose, c'est la capacité de traitement des eaux usées de l'agglomération parisienne. En marron, ce sont les eaux usées transportées par les égouts, et en bleu, ce sont les eaux traitées. Et on voit bien qu'on a une période tout à fait noire pendant laquelle non seulement on a une sous-capacité d'épuration, mais en plus un sous-traitement des eaux usées qui est très en dessous de la capacité d'épuration, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enjeu suffisamment important dans le traitement de ces eaux usées, et ça se répercute en termes de qualité des eaux, et on peut vraiment dire que ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très important à retenir, c'est que finalement la dévalorisation des excréta urbains a pour conséquence quasiment immédiate la dégradation de la qualité de l'environnement, puisque dans le cas de la Seine et de Paris, on avait, je ne dis pas que la Seine n'était pas polluée, parce qu'à partir des années 1840, on commence un peu à déchanter, mais en tout cas, il y a vraiment un effet retard entre la pollution de la Tamise et la pollution de la Seine, qui est entièrement liée à ce processus de valorisation qui caractérisait Paris et qui caractérisait une grande partie des villes françaises, voire de villes européennes. Ce n'est pas un processus typique de Paris que cette circularité, valorisation, etc. etc. Donc, on voit, je trouve que c'est important de se rappeler de ces deux phases, de ces deux périodes de l'industrialisation du métabolisme urbain, puisque finalement, paradoxalement, on a ce 19e siècle très recyclé,
recycleurs. Alors, je ne veux pas dire non plus qu'il n'y avait pas de pollution. Il ne faut pas enchanter le 19e siècle en disant que c'était merveilleux. D'ailleurs, on a parlé d'hygiénisme tout à l'heure, c'est pour une bonne raison. Mais il n'en demeure pas moins que relativement à la gestion de ces matières, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui finit par être abandonné. Alors maintenant, pour les quelques minutes qui me viennent, je voudrais revenir sur la question de justement la dimension spatiale de tout ceci. Bien sûr, et comme ça a été dit aussi précédemment, une des conséquences de l'industrialisation du métabolisme urbain, c'est sa globalisation. Et ça, on le voit pour tous les flux. Alors, bon, moins pour l'eau, bien sûr, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais ce que vous voyez ici, à gauche, ce sont les aires d'approvisionnement de la ville de Paris en énergie, selon les différentes sources d'énergie et au début du XXIe siècle. Bon, on voit que c'est, à part l'hydroélectricité qui reste relativement locale, c'est un système complètement mondialisé. Ce qui est représenté en bas à droite, ce sont les aires d'approvisionnement de l'Île-de-France, toujours pour 2006, en azote. Alors pour les céréales, les produits animaux, les fruits et légumes, plus le département ou le pays est foncé, plus il contribue à l'approvisionnement de Paris. Donc on retrouve bien ce qu'on a dit précédemment, l'hyperspécialisation des territoires. Là où on approvisionne en céréales, on n'approvisionne pas en produits animaux et vice-versa. Et enfin, ce qui est en haut à droite, ce sont les distances moyennes d'approvisionnement qui montrent bien quand même cette distinction qu'on peut faire entre le 19e et le 20e siècle relativement à l'industrialisation. Donc en vert, c'est pour les aliments, en marron, c'est pour l'énergie. On voit qu'au 19e siècle, certes, il y a une augmentation des distances d'approvisionnement, mais qui reste quand même dans le même ordre de grandeur. Et puis, en un siècle, une explosion. Avec donc une chose importante à dire, qui est que ce qui est présenté en vert, c'est la distance d'approvisionnement qui correspond à la figure d'en dessous. Et puis, la partie verte hachurée correspond à la distance moyenne d'approvisionnement si on prend en compte l'alimentation du bétail. Et donc là, on en vient à complètement relativiser, parce que quand on regarde la figure qui se trouve en bas à droite, on pourrait dire finalement l'approvisionnement alimentaire français est relativement français. Enfin francilien en tout cas, est relativement français, et relativement local en quelque sorte, puisque la France, c'est pas si grand que ça. Et puis dès qu'on fait rentrer dans l'équation ou dans le calcul l'alimentation des animaux, on arrive finalement à une distance d'approvisionnement qui est à peu près la même que celle qui existe pour l'énergie. Et donc on est vraiment énergie, alimentation, même combat, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dire. Ça a une conséquence très importante pour ce qui concerne l'impact environnemental, et pas qu'environnemental, d'ailleurs social aussi, des villes, qui est que finalement, on se trouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle l'impact environnemental, ou en tout cas matériel des villes, se situe plus à l'extérieur de leurs limites qu'à l'intérieur de celles-ci. Alors ça, c'est représenté par le graphique qui se trouve tout à fait à gauche, qui est le bilan de matière brute de l'Île-de-France. Bon, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais je suis très contente qu'enfin on ait un bilan actualisé, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je montrais toujours le bilan de 2003 qui devenait vraiment ringard. Mais là, c'est 2015, donc c'est actualisé. En plus, là, il y a des calculs de flux indirects et compagnie. C'est de ça que je veux parler. Donc, juste pour le dire très, très rapidement, ce qui est présenté en haut du graphique, ces flux-là, c'est ce qu'on appelle les flux directs. Donc, en gros, on fait une grosse boîte noire, c'est l'Île-de-France, on regarde ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, on en déduit ce qui est stocké. Je pourrais vous expliquer comment, mais je n'ai pas vraiment le temps puisqu'il me reste 1 minute 10. Et ces grosses flèches-là, très épaisses, donc tout ça est proportionnel, bien sûr, au flux, ça représente les flux indirects, c'est-à-dire que ce sont les matières qui ont été consommées pour permettre la production et le transport de ce qui est importé dans Paris. Et bien entendu, dans l'Île-de-France, comme l'Île-de-France dépend, en tant qu'espace très urbanisé, essentiellement de l'extérieur pour son approvisionnement, ça a pour conséquence que les flux indirects sont énormes. Et donc vous voyez que si on dit finalement que l'impact matériel de l'agglomération Île-de-France, c'est ce qu'elle consomme réellement plus ses flux indirects, on en vient bien au constat que je faisais à l'instant, qui est que l'impact matériel des villes ou environnemental se situe plus à l'extérieur de leurs limites qu'à l'intérieur de celles-ci. Et ça, c'est une vraie question, bien sûr, pour les politiques urbaines, parce que ça signifie que la plupart des politiques étant concentrées, bien sûr, sur les périmètres
administrés, passe à côté de ces enjeux qui sont des enjeux tout à fait cruciaux. Une autre illustration, mais je vais y revenir dans 2 secondes, donc je ne vais pas en parler. Une autre illustration de cet impact extérieur des villes, eh bien, c'est bien sûr, alors je laisse tomber les 9 limites de la planète, mais je suppose que vous les connaissez, donc c'est l'impact en matière alimentaire. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très nouvelles hein, dans les travaux qu'on a faits. Ça représente le bilan azote de l'alimentation d'un francilien au début du XXIe siècle, donc où on retrouve le soja d'Amérique du Sud dont je parlais tout à l'heure, et puis les énormes pertes pour arriver finalement à fournir 7,7 kg d'azote par habitant et par an à l'Île-de-France. Et donc là, ce qu'on essaye de faire ces dernières années, c'est d'essayer de réfléchir justement en termes de scénarios qui sont un peu inspirés de ceux qui vous ont été présentés tout à l'heure, sur est-ce qu'on pourrait imaginer un autre métabolisme, et en particulier un autre métabolisme alimentaire. Et là, c'était un premier travail qui avait été fait qui consistait à dire on va essayer de voir si le bassin de la Seine peut nourrir ses habitants. Et est-ce qu'il peut nourrir ses habitants tout en étant fondé sur une agriculture durable? Et donc là, de façon très autoritaire, puisqu'après se pose la question de la gouvernance, tout le bassin de la Seine a été placé en agriculture biologique, en système polyculture-élevage, et tous les habitants du bassin sont devenus, enfin pas tous, mais en tout cas en moyenne, ils sont, alors ce qu'on appelait à l'époque demi-tariens, maintenant il faut dire flexitariens, c'est-à-dire qu'ils consomment 2 fois moins de protéines d'origine animale. Et ce qu'on arrivait à montrer avec ce calcul, alors moi j'ai pas du tout fait, je suis pas à l'origine des calculs qui sont faits par mes collègues biogéochimistes qui sont beaucoup plus compétents que moi pour le faire, c'est que moyennant le régime flexitarien, le bassin de la Seine peut nourrir ses habitants et peut continuer à exporter des aliments. Alors, ce calcul a été révisé, mais je n'ai pas trouvé d'illustration qui soit suffisamment synthétique pour être lisible. Donc, tout ça a été précisé et l'exportation dans nos nouveaux calculs est encore plus importante qu'elle ne l'est là. Et ce sur quoi on travaille maintenant, indépendamment de ça et de travailler sur d'autres scénarios, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un scénario, mais bon, qui a beaucoup de mal à passer pour l'azote, qui est le scénario vegan, justement, puisque ça fait partie des préoccupations actuelles, ou en tout cas végétalien, enfin bon, bref, ça se discute. Mais Gilles Billen n'a pas envie parce qu'il veut continuer à manger des steaks, voilà, je tiens à le dire. Mais ce sur quoi on travaille aussi, c'est sur la question des rejets des habitants, parce que c'est vrai que quand on prend la première image, on voit bien que ce que rejettent les habitants en termes d'azote par rapport à tout ce qui est mis en jeu dans le système agroalimentaire, c'est de la gnognotte. Et donc, faire des économies, en tout cas faire de la récupération là, présente un enjeu relativement limité vis-à-vis de la fertilisation et vis-à-vis du bilan d'azote en général. En revanche, quand on arrive dans un système comme celui-ci, on arrive à des ordres de grandeur qui deviennent très voisins et qui font que, du coup, récupérer de l'azote contenu, alors essentiellement dans les urines, pour ce sur quoi on travaille actuellement, et c'est surtout Fabien Esculier qui le fait, devient un enjeu beaucoup plus important. Et donc là, il y a une piste sur la question, finalement, de la recircularisation de ce métabolisme, et bien entendu des conditions dans lesquelles on peut y arriver, qui donc renvoie, si je conclus très vite, qui renvoie, à mon sens en tout cas, plus à des questions relationnelles, c'est-à-dire de relations entre les territoires d'approvisionnement et les territoires de consommation, qu'à la question de l'autonomie urbaine. Mais ça a été dit différemment tout à l'heure, c'est-à-dire que la question n'est pas tellement que les villes soient autosuffisantes ou que sais-je encore, la question est de savoir comment elles travaillent avec leurs aires d'approvisionnement et quel modèle de gouvernance elles mettent en place, avec quand même un risque de dérive que l'on observe dans certains discours sur la métropolisation, ou pas de discours d'ailleurs fait, qui est que finalement la tendance serait à ce que les métropoles s'emparent des territoires, de leur tiers territoire servant, etc., etc., ce qui était plus ou moins le cas pour certaines villes au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime. Et donc la question se pose de quelles relations, des types de relations qui pourraient être nouées, mais qui ne concernent pas que les territoires, qui concernent les secteurs, qui concernent le génie urbain, qui concernent les égouts dont Taoufik a parlé tout à l'heure, et toutes ces sortes de choses. Et je vous remercie de votre attention.
Oui, je voulais savoir quelles étaient les principales difficultés dans l'évaluation des flux indirects que vous rencontrez, ou est-ce que c'est quelque chose... Enfin, c'est une question un peu... L'évaluation des flux indirects, elle est très très approximative, puisque en fait on se base, en fait on a des ratios pour des grandes catégories de produits. On dit bon bah voilà, pour la catégorie matériaux de construction c'est tant, pour la catégorie combustibles fossiles c'est tant, etc. Et en fait ces ratios ils sont initialement tirés des bases de données d'analyse du cycle de vie. Mais les bases de données d'analyse du cycle de vie sont, on le sait, très imparfaites parce qu'elles ne répertorient pas toutes les procédés de production, etc., etc. Donc, pour l'instant, on s'en tient à cette approche grossière qui consiste à utiliser les ratios que nous donne la littérature. Et pour ce qui concerne les bilans très grossiers, comme ceux que je montrais tout à l'heure, le truc qui est tout à fait à gauche, c'est un truc un peu, comme on le dit, c'est un bilan de matière brute, quoi, c'est brut. Bon, ça ne veut pas dire que c'est si facile que ça à faire, mais voilà. Après, quand on travaille sur des substances spécifiques, comme par ici l'azote, c'est plus du tout la même musique. Là, on utilise, enfin, encore une fois, j'en parle avec distance parce que ce n'est pas moi qui les utilise. On utilise des modèles biogéochimiques qui ont été développés notamment par le Pirensen et qui permettent d'évaluer notamment les pertes au champ liées à la production agricole. Donc c'est tout à fait différent là. Oui, à cause de votre collègue, j'attendais la différence entre technique et technologie. Donc j'ai eu la définition des techniques, j'ai pas eu technologie. Bon alors il y a deux définitions de technologie. Il y a la technologie au sens de l'anthropologie, qui est la science de la technique, qui est en fait toute une branche de l'anthropologie, qu'on appelle aussi parfois anthropologie des techniques. Et sinon, dans le domaine des techniques, enfin pour moi, mais je ne suis pas la seule à le dire, la technologie, c'est une partie des techniques qui serait celle qui est informée par la science. Donc typiquement, les sciences appliquées, l'essentiel des techniques que nous utilisons aujourd'hui, en fait, s'inscrivent dans le champ des technologies. Voilà. Merci. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de limite nette, c'est comme l'urbain et le rural, quoi. On ne peut pas dire exactement le moment où on passe de la technique qui n'est pas technologie à la technologie. Merci. Maëlle Ranaud de IUFN, qui n'est pas un organisme de recherche. Je voulais vous poser une question sur ce schéma-là que vous nous avez présenté. Je voulais savoir si c'était un horizon de temps ou si c'était un scénario fictif. Alors là, au début, c'était fictif, c'était vraiment... voilà, c'était une tentative. Là, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est des scénarios à 2050. Comme tout le monde, j'allais dire, c'est pas très original. En raffinant un peu, justement, sur les prévisions de population, etc., etc. Et bien sûr, la chose qui est importante, enfin, chose et truc, c'est pas tellement mieux, finalement, c'est que on se rend bien compte du fait que si on veut scénariser l'agriculture, il faut qu'on scénarise la ville. Et ça, c'est des travaux qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un futur agricole qui serait bio, local, demi-tarien, tout sympa et tout, avec des fleurs et compagnie, et ne pas scénariser la transformation urbaine. Et donc, on essaye de réfléchir à ça, et donc qui passe par l'idée, par exemple, qui n'est pas très originale, mais de dire, bon, le scénario fil de l'eau, il va plutôt dans le sens de la métropolisation, et donc de tout ce qui a été montré tout à l'heure, globalisation accrue, etc. Le scénario alternatif, il irait plutôt dans le sens du redéveloppement des villes moyennes, de la remise en valeur de certaines ressources locales, etc., etc., qui le rendrait, et bien sûr, de systèmes politiques peut-être pas complètement différents, mais un peu différents. Alors, on n'a pas encore fait le scénario anarchiste, mais après, on fera le scénario anarchiste-vegan. Ça, c'est... Mais bon, c'est pour plus tard. Je dis ça pour faire plaisir à mon fils, parce que c'est ce qu'il demande. Oui, merci, c'était vraiment très intéressant. J'ai deux questions. D'abord, sur le cycle, là, on comprend bien que vous utilisez les données agricoles, mais est-ce que vous prenez en compte toute la filière, c'est-à-dire la transformation, la distribution? Première question. Et la deuxième, bon, l'azote, c'est passionnant, mais il semblerait qu'on aille vers une pénurie de phosphore, Donc, est-ce que vous avez fait aussi le cycle du phosphore? Alors, le gros défaut de nos travaux, c'est
de faire trop rapidement le passage de la production agricole à la consommation alimentaire. Donc là, il nous manque plein de briques, en particulier l'industrie agroalimentaire, ce sont des choses sur lesquelles on essaye de travailler, mais honnêtement, on n'y est pas encore. L'autre chose, c'est aussi, mais là, Barbara, qui est dans la salle, travaille là-dessus, c'est aussi de travailler sur tout ce qui est perte et gaspillage pendant les opérations diverses et variées, qui est un enjeu important, mais aussi un enjeu important pour les bilans que l'on réalise. Et j'ai oublié la deuxième question. Ah, le phosphore. Oui. Alors, en fait, au début, l'essentiel des travaux était concentré sur l'azote pour 2 raisons. La première, c'est que dans le bassin de la Seine, c'est vraiment pour la qualité de l'eau, puisque le Pyrénées Seine est surtout financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est un problème majeur. Et la deuxième raison, pour ce qui me concerne et pour la partie historique, c'est qu'au XIXe siècle, les agronomes, les ingénieurs, tout le monde est obsédé par l'azote. Donc, on a des sources sur l'azote. On peut quantifier, avec tous les problèmes que ça pose, on a beaucoup moins de choses sur le phosphore. Et cela dit, on a fait des travaux sur des bilans de phosphore. Julia Lenoé, que j'ai cité tout à l'heure dans sa thèse, a commencé à en faire. Et quand on avait fait le travail sur le plateau de Saclay, mais là, je dis on, mais je suis très périphérique à ça, mais l'équipe qui avait travaillé a fait des bilans aussi azote, phosphore, carbone. Donc c'est devenu une préoccupation depuis quelques années. Oui, moi je voulais savoir si vous aviez des exemples d'application de ces méthodes dans des projets ou des initiatives qui utiliseraient un peu ce type de savoir pour penser des projets alimentaires ou des projets locaux. Alors, ou énergétiques. Avec Nicolas Buclé, qui est là derrière, on a des expériences avortées. C'est-à-dire qu'on a travaillé à un moment donné avec, notamment avec la presqu'île de Guérande. Et surtout le cœur de la presqu'île de Guérande dans le cadre d'un projet, mais qui était un projet de recherche-action où il y avait au départ une vraie volonté puis ça s'est écroulé parce que quoi en fait, je ne sais plus Nicolas, parce que le maire ne s'est pas représenté, le maire qui était moteur ne s'est pas représenté et du coup voilà, aléas territoriaux. Et on avait un projet identique sur les vallées des Gaves. Et là, qui avait beaucoup de mal à se mettre en place, et on a été submergé par l'inondation qui a eu lieu cet été-là, qui a fait que tous les projets qui avaient été engagés, parce que justement là où il y avait la fameuse usine là, de production d'engrais azotés, d'explosifs au départ, ils avaient un gros projet qui tournait autour de tout ce qui était métabolisme, machin et compagnie. Et quand il y a eu cette inondation, ça a détruit tellement de trucs qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, quoi. Donc ça s'est effondré. Alors ce qu'on voit, c'est que quand même, le mot métabolisme, avant, quand on l'employait auprès des collectivités, des élus, des techniciens, personne ne le comprenait. Et nous, même pas très bien non plus, d'ailleurs, faut bien dire ce qui est. Mais ça rentre quand même un peu dans les mœurs. Et on voit que des villes commencent un peu à s'intéresser à ça. Par exemple, Paris, par exemple, qui a même son petit site métabolismeparis.fr là, mais qui va refaire son bilan de matière. L'Île-de-France a fait faire son bilan de matière. Là, en ce moment, la métropole européenne de Lille, nous on travaille avec eux dans le cadre d'un projet POPSU 3 sur l'axe métabolisme urbain. Mais il y a un énorme décalage entre ce que l'on montre à travers ces outils en termes d'enjeux et les politiques qui sont mises en œuvre, qui, de toute façon, dans la plupart des cas, portent sur 0,0001% de l'enjeu. Et c'est ça, en fait, c'est surtout ça qu'on montre et qui est un peu attristant, quoi. C'est que même si on cumule les 0,01%, à la fin, on n'atteint même pas 1%. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la chose, mais qui, finalement, qui est associé à une prise en compte de flux qui sont mineurs par rapport aux enjeux qui sont à l'œuvre. Ou bien, un autre problème majeur, c'est une surfocalisation sur l'énergie au détriment des nutriments. Et ça, c'est... quand on regarde... moi, j'ai fait un petit calcul pour voir si on méthanisait tous les ordures ménagères résiduelles de Paris. Je n'ai pas pris les déchets de la restauration collective, que les ordures ménagères résiduelles. Le gisement énergétique contenu dans ce machin-là, c'est
moins de 1% de la consommation résidentielle. Je crois que c'est 0,34% de la consommation résidentielle parisienne. Et donc, on met un paquet de pognon là-dessus, avec, en n'envisageant pas la valorisation conjointe des nutriments. Et donc, il y a un vrai... Enfin, voilà, ça va pas, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on voit, c'est pas qu'à Paris, c'est dans beaucoup de cas. Et donc, voilà, c'est dommage. Oui, sur la dématérialisation, alors, quelles sont les pistes de travail les plus importantes? Parce qu'il y a circularité et dématérialisation, c'est les deux enjeux. Oui. Donc circularité, on le voit là, dématérialisation. Mais alors, la dématérialisation, enfin, dans mon esprit, donc c'est la consommation moindre de matière dans l'absolu. On peut dire que, enfin, comment l'expliquer? La circularité est à la fois complémentaire et une voie de la dématérialisation. Mais en termes de régime alimentaire, par exemple, le régime flexitarien, c'est une voie de dématérialisation, puisque le régime flexitarien impliquant moins de production animale implique moins de flux de matière. Simplement, dans l'esprit, dans tout ce qu'on lit sur l'économie circulaire en particulier, souvent ces deux choses sont séparées. C'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté la question du recyclage des produits non renouvelables, les métaux et compagnie, qu'on va plutôt renvoyer à la dématérialisation, en disant, ben voilà, si vous recyclez les métaux, vous en extrairez moins. De toute façon, il n'y en a plus, donc il vaut mieux. Et puis, pour ce qui concerne les nutriments et compagnie, on parlera plutôt de circularité, en disant, ce qu'il faut, c'est que voilà, l'azote, le phosphore et compagnie circulent. Mais finalement, on peut très bien affirmer que la circularisation est une des dimensions de la dématérialisation. Oui, donc Amélie Gonçalves, INRA, VMR Agir à Toulouse. Derrière la question de la circularité, de la redécouverte entre guillemets de la circularité, il y a un argument environnemental, mais il y a aussi souvent un argument économique. Donc je me demandais si vous aviez essayé à un moment, même si c'est très compliqué, de regarder un certain nombre de calculs par rapport à ce que pourrait apporter en termes de bénéfices économiques cette redécouverte à la circularité. Alors il est évident qu'on ne va pas relancer l'emploi de chiffonniers pour créer de l'emploi, mais est-ce que déjà vous avez essayé de regarder un petit peu ce que ça pourrait apporter d'un point de vue économique ou en termes de réduction de coûts, par exemple le coût de transport, ou est-ce que à terme peut-être c'est quelque chose que vous aimeriez intégrer au modèle, cette dimension un peu économique, quoi? Non, alors nous, on n'a pas d'économistes dans notre équipe, en fait, enfin, équipe informelle, hein. Donc on ne le fait pas. Par ailleurs, je pense que la question qui se pose, c'est celle du calcul économique. C'est qu'est-ce qu'on compte? Bon, alors, n'étant pas économiste, je suis incompétente pour répondre à cette question, mais j'ai tendance à penser que dans la plupart des cas, la manière dont on compte ne convient pas à ce que l'on veut évaluer. Mais je ne sais pas, à part faire ce constat, étant incompétente, je ne peux rien dire de plus. Tout le plaisir était pour moi.